Le PIB, ce fameux produit intérieur brut. On entend ce sigle partout. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même fou de se dire qu'un seul chiffre pourrait résumer toute l'économie d'un pays. Eh bien, c'est justement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on fait pour condenser des millions de transactions, d'innovations, tout le travail d'une nation en un seul et unique chiffre? C'est un vrai casse-tête. Pourtant, pour les économistes, pour les gouvernements, c'est indispensable d'avoir un tel indicateur. Et la réponse qu'on a trouvée, la plus célèbre en tout cas, c'est le PIB. Alors voilà le programme. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi le PIB? Ensuite, on verra comment on le calcule. Après, petit point super important, la différence entre croissance nominale et réelle. Et puis, on attaque le cœur du sujet. On va décortiquer la croissance pour voir d'où elle vient, avant de terminer avec la grande question, est-ce que le PIB mesure vraiment notre bien-être? Allez, c'est parti. On commence par le commencement. Le PIB, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, le PIB, c'est un peu l'indicateur vedette de l'économie. En gros, il additionne la valeur de tout, absolument tout, ce qui est produit dans un pays pendant une période donnée, comme une année par exemple. C'est vraiment le thermomètre de l'économie. Il nous dit si elle a la fièvre, si elle est en pleine forme, ou si au contraire elle a un petit coup de froid. Ok, mais comment on fait pour obtenir ce fameux chiffre? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il y en a trois. La comptabilité nationale, elle, utilise ce qu'on appelle trois optiques. Pensez-y comme ça, c'est comme regarder un objet sous trois angles différents. Chaque angle de vue est unique, mais à la fin, l'objet qu'on observe, c'est toujours le même. La première approche, c'est par la production. L'idée, c'est de faire la somme de ce qu'on appelle la valeur ajoutée de toutes les entreprises. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est la richesse qu'une entreprise crée vraiment. Prenons un exemple tout simple, un boulanger. Il achète sa farine, disons, pour 1 euro. Il la transforme et vend son pain 3 euros. Eh bien, sa valeur ajoutée, c'est 2 euros. C'est cette création de richesse qu'on va mesurer partout dans l'économie. Deuxième angle de vue, la demande. Là, la question est toute simple. Tout ce qui a été produit, qui l'achète, où est-ce que ça va? Donc on va simplement additionner toutes les dépenses finales, ce que les ménages consomment, ce que les entreprises investissent, ce que l'État dépense et bien sûr ce qu'on exporte. Et enfin, troisième et dernière approche, les revenus. C'est logique, non? Si de la richesse est créée et dépensée, c'est qu'elle a bien été distribuée à quelqu'un sous forme de revenus. Cette fois, on va donc additionner tous les revenus qui ont été générés, les salaires des employés, les profits des entreprises et aussi les impôts perçus par l'État. Et c'est là qu'est toute l'astuce, la petite magie de la compta nationale. Que l'on regarde la production, la demande ou les revenus, le résultat final doit être exactement le même. C'est une triple vérification en quelque sorte. Et c'est ce qui fait du PIB un indicateur aussi solide. Bon, maintenant qu'on sait comment on le calcule, passons à une autre notion essentielle. Quand on entend dans les médias le PIB a augmenté, il faut tout de suite se poser une question parce que, attention, il y a croissance et croissance. Prenez cet exemple, il est frappant. Le PIB de la France a été multiplié par 50 entre 1960 et 2014. 50 fois! C'est énorme! Mais est-ce que ça veut dire qu'on a vraiment produit 50 fois plus de voitures, de pain, de services? La réponse est non, évidemment. Le grand coupable dans cette histoire, c'est l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation générale des prix. Pour y voir plus clair, les économistes font une distinction hyper importante. D'un côté, le PIB nominal, calculé avec les prix de l'année, et de l'autre, le PIB réel. Lui, il est corrigé de l'inflation, il efface l'effet de la hausse des prix pour ne garder que l'augmentation des quantités. Sans ça, ça n'aurait pas de sens. Ce graphique est vraiment très clair. La courbe du PIB nominal, celle qui grimpe en flèche, elle est comme gonflée par les prix. Et juste en dessous, on a la courbe du PIB réel, qui monte beaucoup plus tranquillement. C'est elle qui montre la vraie croissance, la croissance des volumes produits. L'énorme écart entre les deux, eh bien, c'est tout simplement l'effet de l'inflation sur des décennies. Voilà, on arrive maintenant à une des parties clés de cette analyse. Une fois qu'on a notre chiffre de croissance réel, disons plus 1,7%, la question qui tue, c'est d'où vient cette croissance? Quels sont les moteurs qui l'ont alimentée? Comprendre ça, c'est fondamental. C'est ce qui permet à un gouvernement, par exemple, de savoir sur quel levier appuyer pour soutenir l'économie. Pour que ce soit bien concret, on va prendre un cas pratique avec les vrais chiffres de l'économie française. Voilà les données pour les années 2017 et 2018, avec les grands postes de dépenses, la consommation, l'investissement, etc. Donc, en 2018, le résultat tombe, croissance de 1,7%. C'est positif, l'économie a progressé. Mais bon, 1,7%, c'est bien, c'est pas bien, et surtout, qu'est-ce qui a bien pu générer ce chiffre?
Allez, on se transforme en détective de l'économie. Qu'est-ce qui a poussé la croissance cette année-là? La consommation des ménages? L'investissement des entreprises? Ou peut-être nos exportations qui ont cartonné? C'est ce qu'on va voir. Et voilà, le verdict. Sur ce 1,7%, on voit très clairement les deux grands gagnants, l'investissement et le commerce extérieur. À eux deux, ils expliquent la majeure partie de la croissance. La consommation des ménages, elle, a contribué, mais de façon plus timide. Et il y a même un élément qui a joué contre, la variation des stocks, qui a un peu tiré la croissance vers le bas. C'est ça qui est génial avec cette analyse, on a une photo très précise de la dynamique de l'économie. En 2018 donc, ce sont bien l'investissement et les exportations qui ont été les locomotives de la France. Ok, on a vu la mécanique du PIB. Mais maintenant, on va prendre de la hauteur et aborder le deuxième point central de notre discussion. La grande question critique. Est-ce qu'un PIB qui augmente, ça veut dire qu'on vit mieux? La question a l'air simple, mais la réponse, elle, est loin de l'être. Imaginons, le PIB d'un pays double. Est-ce que ça veut dire que les gens sont 2 fois plus heureux? On sent bien que la réponse n'est pas un simple oui. Pour commencer à y voir plus clair, un premier réflexe est de ne pas regarder le PIB total, mais de le diviser par le nombre d'habitants. C'est ce qu'on appelle le PIB par habitant. Et là, ça change radicalement la perspective. Prenons la Chine et la France. En termes de PIB total, la Chine est un géant. Mais si on rapporte cette richesse à la population, l'histoire n'est plus du tout la même. Cette comparaison est vraiment parlante. Le PIB par habitant donne une idée bien plus précise du niveau de vie moyen. En clair, ça signifie qu'en moyenne, un habitant en France dispose de plus de richesses qu'un habitant en Chine, même si l'économie chinoise, dans sa globalité, pèse beaucoup plus lourd. Tout ça pour dire que le PIB est un indicateur utile, mais il est très incomplet. Il est complètement aveugle aux inégalités, à l'état de notre environnement, à la qualité de notre temps libre, bref, à beaucoup de choses qui font le sel de la vie. Et ça nous laisse avec une question immense et cruciale pour l'avenir. Si le PIB n'est pas le bon indicateur, alors par quoi le remplacer? Comment mesurer ce qui compte vraiment pour nous? Après tout, la prochaine grande révolution sera peut-être de changer notre façon de mesurer le progrès.